Sophie, d'abord je te présente, je suis ravi que tu travailles en réanimation à Georges Pompidou. Tu as soutenu ta thèse il n'y a pas longtemps et je l'avais beaucoup appréciée. Et donc tu travailles au CESP, on t'écoute avec grand plaisir. Donc bonjour à tous, j'ai préparé un petit topo alors très... j'espère que ce dont je vais parler, c'est ce que vous attendiez. En tout cas, j'ai pas pu faire mieux que ça parce que c'est vraiment l'expérience que j'ai eue dans cette épisode que je vais partager avec vous. Diapositive suivante. Donc je travaille à l'hôpital européen Georges Pompidou. J'y suis arrivée au début comme responsable des réanimations. J'étais juste avant à l'hôpital Bicêtre et moi, mon métier, c'est surtout de la réanimation chirurgicale et je suis spécialisée surtout dans la prise en charge des patients traumatisés sévères. Voilà, donc je suis arrivée là-bas avec un gros service, donc avec des 300 dans le service, et donc il a fallu répondre à cette crise dans cette situation qui était très particulière. Diapositive suivante. Juste pour imaginer sur le plan spatial ce que ça représente, c'est une unité qui comprend une réanimation avec 25 unités de soins continus avec 12 lits et 2 salles de réveil dans lesquelles on fait des urgences, on fait des blocs et parfois on met quelques patients de réanimation. Diapositive suivante. S'il vous plaît. Voilà. Et donc dans ces réanimations, dans ces lits de soins continus, on a... excusez-moi, je suis en conférence, je vous rappelle après. On a toute une série d'activités de filières spécifiques qui sont des filières sévères. Et donc tout ça s'articule en continu entre la réanimation, l'anesthésie, les blocs, avec une activité qui est quand même très basée sur l'urgence au quotidien, plus que sur le, enfin pas plus que sur le programmé, mais dans une balance qui est quand même très, très importante pour l'urgence. Diapositive suivante. Du coup, on va aborder très progressivement, mais assez rapidement, en fait, la concurrence qu'il y a eu entre les filières de patients Covid et les filières non Covid, des problématiques d'espace, des problématiques humaines, matérielles, vraiment plus spécifiquement liées au Covid-19. Diapositive suivante. Donc, tout le monde le sait, ça a démarré de façon assez violente, même si on avait entendu parler et qu'on se préparait d'un mars. En fait, ça a démarré de façon très violente à partir de la semaine du avant le 20 mars, enfin progressivement, et puis très rapidement ensuite sur quelques à absorber cette vague de patients spécifiques d'une maladie qu'on ne connaît pas, sur laquelle on à travers ce qu'ont pu publier les Chinois et un petit peu les Italiens, mais qui étaient encore sous la vague à ce moment-là. Et donc c'est dans cette ambiance-là que... S'il vous plaît. Voilà. Du coup, on est parti de cette configuration-là avec 12 lits de soins continus, 25 lits de réanimation et une unité de soins qui était un peu polyvalente, sur laquelle on recevait toutes nos filières spécifiques. Diapositive suivante. Et on est monté en charge sur capacitaire à 59 lits de réanimation et 3 salles de réveil. Donc on a transformé tous les lits de soins continus en lits de réanimation. On a transformé une salle de réveil en réanimation de 9 lits et on a transformé des lits de réanimation Covid- en lits de réanimation Covid+, en salle de réveil. Et tout ça nous permettant en fait d'avoir un capacitaire en fait à plus de 60 lits, puisque dans les salles de réveil, il y avait des patients qui s'accumulaient aussi. Suivante. Du coup, ça ressemblait à ça, la veille de l'arrivée des patients, on avait sorti des respirateurs d'anesthésie pour occuper cette salle de réveil. Normalement, on n'est pas censé ventiler des patients en SDRA avec des ventilateurs d'anesthésie, mais au moment de les capacitaires, il a fallu faire preuve d'adaptation et aussi de revisiter un petit peu la façon de proposer la réanimation.
pas une façon qu'on va appeler dégradée, parce que le mot dégradé n'est pas péjoratif, mais c'est plutôt une façon adaptative de proposer le soin qui, dès qu'on pouvait ensuite switcher vers un autre type de respirateur, c'était fait. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et c'est ainsi que là, c'est sur la représentation de ce qui s'est passé dans le service. 18-20 mars, c'était la semaine, le 20 mars, c'est un vendredi. On a commencé à vraiment diminuer nos filières qui apparaissent en bleu, avec nos lits de réanimation de nos filières classiques. En noir, vous avez les lits proposés pour les patients Covid, et en violet, les patients Covid effectivement hospitalisés dans le service. Donc, en fait, globalement, on a fait 45 entrants en quelques jours. Globalement, on faisait 10 entrants par nuit parce qu'il nous fallait les journées pour vidanger les unités et les préparer. Et chaque nuit, on remplissait de 10 patients en 10 patients. Et ensuite, on s'est retrouvé à 45 lits, 45 patients Covid hospitalisés dans nos lits, en association à 15 lits de patients de réanimation qui étaient non Covid. Et là, on peut voir après certaines formes de stabilité où on a pu s'occuper des patients et plonger vraiment dans cette pathologie qui est vraiment surprenante, effectivement hyper intéressante sur le plan scientifique et sur le plan médical, mais dans laquelle on était un peu submergé quand même par le pragmatisme du quotidien et la gestion des patients d'équipes qui n'étaient pas forcément des équipes rompues à la réanimation. Diapositive suivante, merci Bruno. En fait, c'est l'aspect de la même salle que je vous ai montré. Une fois qu'on a rempli en une nuit tous ces patients, avec évidemment l'habillage particulier, et puis de la réanimation avec des ventilateurs d'anesthésie dans une salle de réveil. Diapositive suivante. Une fois cette stabilité, donc c'est une maladie qui maintient les patients en réanimation assez longtemps. Ils sont très variables sur le plan clinique. Alors je vais avoir évidemment pas beaucoup de temps pour tout développer, mais on a évolué tous de façon parallèle avec la découverte de cette maladie. On s'est rendu compte que c'est des patients qu'on ne pouvait pas traiter comme des patients assez datés. Ils étaient impossibles à désédater thérapeutique de ventilation avant qu'on puisse commencer à réveiller les premiers, à les extuber, jusqu'à commencer à en sortir. C'est des chiffres que je vais vous montrer. Diapo proposé par l'ARS qui est d'hier, finalement, non, juste avant, finalement à avoir beaucoup plus de lits disponibles pour les patients Covid et beaucoup moins de lits disponibles du tableau, avec quelque chose de très particulier qui s'est passé, c'est-à-dire la quasi-disparition de la filière classique. Pendant la période de pic d'activité du Covid, on a eu beaucoup moins de traumatisés, mais ça c'est un peu normal parce qu'il y avait le confinement, mais aussi moins de on a eu un amaigrissement de ces filières qui était très étonnant et qui nous a permis quand même de répondre à la demande. Mais là, c'est une demande qui est en train de remonter en flèche. Il y a probablement une part de relâchement sur le confinement, c'est sûr, mais aussi des patients qui sont restés cloîtrés à la maison et qui arrivent à l'hôpital avec des formes historiques en fait, de maladies, notamment des décompensations médicales sur lesquelles je pourrais revenir si vous avez des questions. Mais c'est vraiment très étonnant ce qu'on peut voir sur cette phase-là. Et donc nous, on est en train de décroître pour essayer de réaugmenter nos lits de soins de Covid- actuellement pour pouvoir répondre à cette demande. Donc maintenant, je vais aborder les problématiques humaines, diapositive suivante. Ça a été difficile de gérer donc, cette équipe de 300 personnes avec 300 personnalités différentes et beaucoup d'angoisse au début, mais il y a eu énormément de motivation dans la préparation, mais aussi énormément de fantasmes, et ça c'est du travail vraiment, enfin, on aurait pu faire de la recherche là-dessus, mais évidemment on n'avait pas le temps, sur la gestion du personnel et le vécu des équipes sur cette préparation. Il y avait aussi beaucoup d'angoisse et de fantasmes sur l'arrivée des premiers patients, et puis ensuite, une fois on est rentré dans le vif du sujet avec les patients qui sont arrivés, et bien, il y a eu une énorme émulation de l'équipe, beaucoup de solidarité et de stimulation, et c'était très agréable de pouvoir travailler avec toutes ces équipes qui étaient en fait ramenées d'un peu partout, des infirmières anesthésistes qui étaient venues en réanimation,
des anesthésistes réanimateurs plutôt postés au bloc qui sont venus faire aussi de la réanimation, des anesthésistes, des réanimateurs de clinique qui sont venus nous aider. Bref, un personnel qui a été très mélangé. Et après cette phase de plateau, on est maintenant dans une espèce de décroissance où il va falloir recommencer l'activité chirurgicale d'urgence plus ou moins programmée, une part de fatigue. Alors je dis démotivation parce qu'on voit bien que là, les chirurgiens commencent à trépiner et à taper du pied parce qu'il va falloir recommencer l'activité. Et un personnel qui est un peu essoré, qui va devoir ranger un peu tout ce qu'on a dérangé et se remettre en configuration de travail plus classique. Diapositive suivante. Sur le plan humain aussi, on a eu à gérer quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est-à-dire de travailler sans les familles, puisque les visites ont été interdites. Alors c'était très complexe. Et donc ce qu'on a mis en place, c'est on a commandé une quinzaine de tablettes, parce que là, pendant au centre de l'intérêt, de façon d'ailleurs parfois totalement inappropriée, mais on a profité de ça et donc on s'est fait offrir des tablettes pour pouvoir permettre aux patients qu'on avait extubés et réveillés de pouvoir voir leur famille. Et là, vous voyez donc un soignant qui tient la tablette et globalement, à peu près tout le monde est en pleurs, le patient, la famille et puis le soignant aussi, parce que quand ça fait 3 semaines qu'on s'occupe du patient, qu'on l'a tourné dans tous les sens et que on a vu le moment où on allait le perdre, et ben on l'a ramené, et puis on l'a extubé, puis il reparle à sa famille, et c'est vrai que c'était des moments très, très émouvants et qu'on n'a pas l'habitude de vivre parce que les familles font partie du décor habituel en réanimation. Diapositive suivante. Là aussi, on fait une petite étude sur l'impact de cette communication avec les familles au sein du service. Sur les problématiques matérielles, donc je vais parler de quelque chose qui était le quotidien, mais qui n'est peut-être pas le quotidien eh bien, il a fallu essayer de s'adapter à tout ce dont on avait besoin, mais qui allait manquer, c'est-à-dire les masques, ça tout le monde en a entendu parler. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a rationné les masques FFP2. C'est un masque qui est censé, sur les directives matérielles, durer 4 heures. Donc sur une session de 12 heures, on donnait à chaque soignant 3 masques pour pouvoir tenir ces 12 heures. Les blouses, qui sont des blouses à usage unique, on les a envoyées au recyclage et au lavage. Alors je peux vous dire qu'ensuite on enfile des blouses qui sont toutes fripées et on se demande bien ce qui reste de protection avec ça. Initialement, on manquait de lunettes de protection pour pouvoir identifier les patients et gérer les voies aériennes. Et donc il y a eu toute une émulation au niveau des labos d'INSERM, et ils ont fabriqué avec des imprimantes 3D des visières qui nous ont apporté au fur et à mesure et qui sont vraiment super. Sur le plan des médicaments aussi, on a été en rupture de stock sur beaucoup de choses, sur les sédatifs, énormément de sédatifs. Ils ont une espèce d'hyperexcitabilité neuronale qui fait qu'on a vraiment beaucoup de mal à les sédater, même à les curariser, donc à les paralyser qu'on pouvait avoir, et avec une façon de faire qui n'est pas forcément le quotidien, pour pouvoir répondre à la fois aux besoins avec les moyens dont on disposait à ce moment-là. Sur les respirateurs, on a évidemment manqué de respirateurs de réanimation, donc on s'est adapté à ventiler des patients en SDRA avec des ventilateurs d'anesthésie. Ça aussi, ça a été au métier. Sur les pousse-seringues, on a commencé à faire des mélanges de médicaments au sein des seringues, en évitant évidemment les catastrophes. Donc il a fallu là aussi travailler dur pour que ça puisse être fait. Et donc si on mélange 2 médicaments dans la même seringue, eh bien à la fin on économise un pousse-seringue qu'on peut partager. Et c'est la même chose pour les pompes d'alimentation et d'autres dispositifs qu'on a partagés. En fait, on faisait des alimentations sur 12 heures à la place de le faire sur 24, par exemple, pour pouvoir la permettre à 2 malades en même temps. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, suivant. Sur les problématiques spécifiques, ça c'était la grosse partie et la semaine en fait précédant l'arrivée du premier patient, où globalement il a fallu créer des groupes. Chaque groupe se concentre et se positionne sur la réflexion qu'il allait falloir avoir pour penser au circuit patient au sein de l'hôpital, penser au circuit aérien, parce que les circuits d'air, il ne fallait pas positive. Et en même temps, on avait des patients transplantés cardiaques sur lesquels il ne fallait pas du tout de pression négative. Donc il a fallu gérer les flux d'air au sein de l'hôpital et
faisant des choix stratégiques. Sur le plan de l'éthique et de la famille, eh bien, il fallait anticiper comment on allait gérer ces familles qui étaient à distance. Et aussi, on savait bien, du fait de l'expérience des Italiens, que sur le plan éthique, on allait être confronté à des choses très difficiles sur l'admission des patients et sur les critères qu'il allait falloir identifier et discuter pour admettre ou pas un patient en réanimation. Il a fallu aussi une équipe de planning pour pouvoir gérer des équipes qui se sont dimensionnées avec des gens venant d'un peu partout. Ensuite, il a fallu réfléchir aussi à comment prendre ces patients au bloc, bref, faire des procédures de décubitus ventrale, réfléchir à qu'est-ce qu'on allait leur proposer sur le plan infectieux, parce qu'évidemment, il n'y avait pas de traitement. Donc, nous sommes dans les études corps immuno et discovery aussi, et donc on a beaucoup travaillé avec le centre d'investigation clinique de la HEGP là-dessus. Il y a eu beaucoup aussi de réflexions sur la question qui a été posée tout à l'heure sur comment est-ce qu'on va interpréter ces essais. Et moi, je suis très perplexe et il me tarde de savoir comment vont faire les méthodos là-dessus parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions. Bref, je ne vais pas passer tout le détail des groupes, mais voilà comment on a organisé l'équipe en fait en petits groupes qui devaient réfléchir à chaque problématique spécifique. Et j'avais quand même pensé à créer un groupe festivité pour pouvoir s'occuper de l'équipe. Et ce groupe festivité a fait un bien énorme à l'équipe, en pouvant prendre en charge un peu le quotidien et en faisant venir des rafraîchissements et aussi des formules alimentaires qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'hôpital. Diapositive suivante. S'il vous plaît, je vais faire un petit résumé d'épidémiologie sur nos patients. J'ai demandé en fait une extraction à l'EDS, que ça fait 10 jours que je l'ai demandé, je l'ai eu ce matin. Donc évidemment, je fais un peu à la main ce que j'ai pu. Mais en tout cas, vous allez avoir une petite vue d'ensemble des patients, en tout cas que nous, on a eu en comparaison à ce qu'ont pu avoir les Italiens et les Chinois. C'est effectivement une maladie qui touche essentiellement les hommes. Nous avions 74% d'hommes versus 26% de femmes. Dans les études, c'est plutôt 80-20, mais voilà, en tout cas chez nous, c'était comme ça. Diapositive suivante, c'est des patients qui sont relativement âgés. Diapositive suivante, s'il vous plaît, merci. Ils ont une médiane d'âge de 60 ans, et ça, c'est à peu près pareil dans les études. L'étude de Grasselli qui est sortie dans le JAMA montrait une médiane d'âge à 63 ans sur la cohorte de 1500 Italiens. Voilà, en tout cas, on n'en est pas loin. Et ce sont des patients qui sont essentiellement en surpoids, puisque 3 quarts des patients étaient en surpoids, avec un IMC médian à 28 kg par mètre carré. Diapositive suivante. Ce sont des patients qui ont essentiellement des comorbidités, mais que je n'ai pas pu vous lister, qui sont essentiellement hypertendus, diabétiques, avec des facteurs de risque cardiovasculaire. Et sur la provenance de ces patients dans nos réanimations, eh bien, on voit qu'il y en avait 13% qui venaient du domicile, 20% qui passaient via le service d'accueil des urgences, 10% seulement qui pleuvaient des covidariums, donc des services d'hospitalisation classiques de la HEGP, 14% qui venaient de soins intensifs pneumologiques, et puis presque la moitié des patients, je pense qu'il y a une erreur sur le qui venaient d'autres hôpitaux une fois que tous les services locaux avaient été débordés. Diapositive suivante. Et d'ailleurs, c'est représenté sur la provenance de ces patients, puisqu'il y a, vous voyez, 45% des patients qui viennent du 75, mais il y a 30% des patients qui ont été aussi adoptés du 93, parce qu'ils ont été très rapidement débordés et ils ont pris la plus violente vague de toute la région. Probablement, là aussi, il y a beaucoup d'analyses qui sont en cours et qui sont étudiées, mais sur des populations qui sont moins suivies sur le plan médical, qui ont plus de facteurs de risque, et aussi avec une certaine promiscuité dans les modes de vie, avec de la contamination au sein des familles qui a été très importante. Diapositive suivante. Sur ces patients, donc, nous avons eu 62 patients en tout. Il y en a 58, donc 94% qui ont été intubés, ventilés. Certains qu'on a pu faire passer juste avec de l'oxygénothérapie à haut débit, par exemple. Et ça aussi, probablement qu'on a mis on a trop tardé au début à essayer de passer avec ces modèles-là parce qu'on n'avait pas le recul suffisant sur la maladie, mais c'est vraiment une réflexion qu'on a eue probablement un peu tard.
On a eu un peu moins de 20% des patients qui ont nécessité d'épuration extra-rénale, 13% des patients qui ont eu besoin d'une ECMO, donc membrane d'oxygénation extracorporelle. Il y a eu 77% des patients qui ont nécessité voire plusieurs décubitus ventraux, sachant que la médiane du nombre de décubitus ventrales, c'était plutôt de l'ordre de 5, et 2 patients qui ont nécessité des blocs opératoires avec notamment des thrombus et des ischémies aiguës de membres, par exemple, qui étaient très, très importantes. Diapositive suivante. Diapositive suivante, s'il vous plaît, Bruno. Ça y est. Voilà. Merci, pardon. Sur les complications, il y a effectivement beaucoup de complications thrombotiques, mais très probablement qui sont très sous-dimensionnées en termes de chiffres ici, parce que pour objectiver une embolie pulmonaire, il faut amener un patient jusqu'au scanner, ou alors faire une échographie transosogénogène si elle est très proximale, mais très probablement qu'il y a beaucoup plus d'embolies pulmonaires que ça. En tout cas, nous, celles qu'on a objectivées, c'est 10% des patients, et il y en a 2 qui ont conduit au décès. Toutes les autres thromboses, c'est 10% des patients aussi. On a appliqué les recommandations d'anticoagulation du groupe d'intérêt qui ont conseillé d'anticoaguler les patients de façon supranormale, supra-habituelle, jusqu'à de façon curative en fonction des chiffres de D-dimère notamment, et en fonction aussi du poids des patients. Et on a eu finalement quand même quelques complications hémorragiques, mais qui n'étaient pas très importantes par rapport au niveau d'anticoagulation qu'on avait chez toute cette population. Et on a eu... Diapositive suivante. Merci. Sur le devenir des patients, on a bénéficié de certains transferts des patients vers la province. Alors nous, on a des patients qui sont partis à l'hôpital de Cholet, et finalement, on n'en a eu que 3 qui sont partis. Actuellement, 16 patients qui sont sortis vivants de réa, 11 patients qui sont décédés, et on en a encore 33 qui sont toujours hospitalisés dans nos lits, et on espère en faire sortir le maximum, mais là, il reste quand même les plus graves, et on verra quelle sera la mortalité finale, mais on pense l'estimer de l'ordre de 40%. Diapositive suivante. Alors voilà, juste quelques images sur les complications. Il y a des patients qui se présentaient aux urgences avec de l'ischémie aiguë de membre inférieur, avec des énormes thrombus intra-aortiques. Et en fait, ces patients étaient diagnostiqués Covid, parfois même sans signe respiratoire. Manifestation respiratoire très importante. Alors, on voit très mal, mais là, c'était en fait une vidéo d'une fibroscopie bronchique. On a des espèces d'impactions mucoïdes intrabronchiques qui sont extrêmement importantes, et tout le monde décrit les mêmes, surtout chez les patients qui sont sous ECMO et qui bougent totalement le poumon, qui font que, en fait, on n'arrive plus du tout à ventiler ces patients, on n'arrive plus du tout à recruter les poumons. Et on se demande aujourd'hui comment on va faire récupérer une filière respiratoire à ces patients. Donc on essaie d'extraire toutes ces impactions, mais on est tous un peu dans le même questionnement sur ces patients sous ECMO. Diapositive suivante. On a donc aussi des complications, donc, comme je vous ai dit, hémorragiques, mais en fait, ici, on pense, même si ça a été difficilement objectivé, c'est une image très particulière de complications hémorragiques intracérébrales, parce qu'il y a une prise de contraste un peu circonscrite. On se demande si c'est une abcès ou une thrombophlébite cérébrale aussi. C'est les hypothèses proposées par les neuroradiologues. Et effectivement, dans les filières de neurovasculaire, il y a eu énormément de thrombophlébite cérébrale chez ces patients qui ont fait énormément de thrombus. Diapositive suivante. Donc, parmi les patients intubés, donc la sous-cohorte de patients de 58 patients, eh bien, comme je vous ai dit, on a quand même réussi à en extuber 18, et je vous promets que pour les équipes, ces 18-là, et notamment les premiers, ça a été un grand soulagement, parce que ça a été long pour sortir les premiers patients et pouvoir les extuber, et ça a fait vraiment du bien aux équipes, et c'est pour ça qu'on a quand même essayé de ne pas transférer les patients qui allaient le mieux, pour pouvoir quand même donner un peu de courage
aux équipes qui ont beaucoup travaillé pour ces patients, notamment des patients qui étaient quand même essentiellement en surpoids et qu'il fallait tourner tous les jours à plat ventre, à plat dos et ainsi de suite. Voilà un peu de l'expérience clinique qu'on a pu avoir ici. Voilà, je suis prête à répondre à toutes vos questions. Vous pouvez mettre la diapositive suivante qui est la petite... bah non, c'est fini. Voilà. C'est un petit clin d'œil au service qui a mélangé donc les jaunes, mais qui sont tous les membres du même service et qui ont tous vraies main dans la main pour pouvoir prendre en charge tous ces patients. Vous pouvez avoir. Merci Sylvie. Bravo. Bravo, c'était une très belle présentation, très touchante. Le son était un tout petit peu haché, mais on a bien compris tout ce que tu disais. Alors, il y a déjà... Moi, en attendant de poser les questions, j'en avais une. Tu dis que tu es sceptique sur l'interprétation des résultats des études. Tu pourrais expliquer? Ben, en fait, je me demande comment on va arriver à analyser, mais c'est la question que tout à l'heure quelqu'un a posée, c'est-à-dire qu'il y a un bras traitement et dans le bras contrôle, eh bien, il y a des autorisations de traitement compassionnel avec des traitements qu'on est en train d'étudier dans d'autres essais, type hydroxychloroquine, Kaletra, et du coup, je me demande comment on va pouvoir analyser ce bras contrôle qui n'est pas un bras contrôle en réalité, qui est un bras très hétérogène avec des propositions thérapeutiques qui sont un peu tous azimuts. Et là, sincèrement, j'ai vraiment du mal à voir. Puis aussi, on voit bien que ces essais, ils ont été préparés à la vitesse grand V. Et d'ailleurs, c'est assez impressionnant de voir à quel point les équipes de recherche ont œuvré pour faire ces essais. Mais il y a des moments où les investigateurs nous posaient la question en nous disant est-ce que vous pensez qu'il faut réinjecter ce patient? Et on leur disait mais attendez, c'est pas aux cliniciens de choisir. C'est-à-dire que moi, si vous me demandez si le patient présente une surinfection bronchique, je peux vous répondre oui ou non. Maintenant, je ne dois pas vous dire si ça doit être réinjecté ou pas. Vous devez me poser une question clinique et moi, je vous réponds comme un clinicien. Mais on espère quand même que le protocole est suffisamment ficelé pour essayer de faire en sorte de savoir s'il faut réinjecter les malades ou pas. Mais il y a eu beaucoup de flottements et on voit bien que c'est des protocoles qui ont été préparés extrêmement vite et qui sont très imparfaits, mais ce n'est pas du tout une critique quand je dis ça. C'est la réalité de notre quotidien aujourd'hui où on a fait tout très rapidement, chacun dans son domaine et où on s'adapte. En fait, c'est adaptatif. Donc c'est pour ça que je suis... En fait, je suis pas sceptique, je suis plutôt perplexe et il me tarde de voir comment en fait les méthodologistes vont arriver à s'en sortir avec tout ça, quoi. Alors, en plus des messages de félicitations, il y a quelques questions que je pose. Laurent qui dit, existe-t-il un lien entre le surpoids et la charge virale? Alors si ça, oui. Je n'en ai aucune idée personnellement parce que nous, on est une REFIR, on a fait vraiment, on a participé à toutes les études qui étaient proposées, mais on n'a pas, mesuré par exemple cette charge virale de façon répétée. Il y a des centres, typiquement à la Pitié ou à Bichat, qui l'ont fait et qui pourront à un moment donné répondre à cette question, mais moi je ne peux pas répondre à cette question, je suis désolée Laurent. Et Ziad qui demande, avez-vous eu des atteintes rénales? Alors oui, les atteintes rénales, elles sont, là aussi, elles sont hyper intéressantes parce qu'elles sont très étonnantes. On avait des patients déjà qui arrivaient... Alors, pour la réanimation d'un SDRA, une des façons d'approcher, c'est de garder, entre guillemets, le poumon sec. Donc, c'est des patients qu'on essaie de pas trop remplir à la phase initiale. Le problème, c'est que ces patients, ils arrivaient après avoir passé 7 jours à la maison avec de la fièvre, plus ou moins de la diarrhée et surtout beaucoup d'hyperventilation et donc avec une volémie qui était déjà basse. Donc, nous, on s'est vraiment entêté à mesurer ces volémies de façon soit continue quand on avait suffisamment de matériel, soit de façon itérative avec les échos. Et on s'est rendu compte qu'on les a beaucoup remplis au début parce qu'ils en avaient besoin. Et très probablement que de les laisser trop secs, déjà, ça a fait grimper le taux d'insuffisance rénale. Et on voit bien que dans d'autres équipes, le taux d'épuration extra-rénale est le double du nôtre, en fait. Ensuite, on a eu des atteintes avec une dissociation
vraiment étonnante de l'urée et de la créate, avec une urée qui montait parfois jusqu'à 30-40, et une créate qui ne bougeait pas du tout. Et puis aussi, au moment d'un mieux global du patient, on avait une ascension de la créate totalement liée à rien, qui est probablement qu'on ne maîtrisait pas du tout, qu'on regardait, où on évaluait toujours la volémie pour voir s'il y avait des problèmes de volémie, et puis avec une espèce de redécroissance sur laquelle on n'avait aucune action, et une correction de ces troubles-là. Et puis chez certains patients, une atteinte vraiment violente d'emblée, avec une anurie totale et la nécessité de passer à de l'épuration extra-rénale. Donc là-dessus, il y a pas mal aussi d'analyses et d'études qui sont faites sur le rein, et je pense qu'on aura beaucoup de réponses, mais c'est une atteinte qui est mixte. Il y a une grosse part de fonctionnel au début sur l'histoire clinique et les symptômes de la maladie, et ensuite il y a vraiment une atteinte organique spécifique, probablement avec de la des thromboses microvasculaires, etc., qui vont être décrites par la suite, quoi. Alors, quelques questions rapides. Que pensez-vous des traitements anticoagulants qui éviteraient l'entrée en réanimation? Qui éviterait l'entrée. Ah, qui éviterait l'entrée, je ne pense pas que le traitement anticoagulant permette d'éviter l'entrée en réanimation. En tout cas, si parmi toutes les hypothèses qu'il y a une hypothèse vraiment de thrombose microvasculaire qui soit à l'origine de toutes les défaillances, pourquoi pas. Mais ça aussi, je pense que le futur de certains essais, de certaines approches pourrait permettre de répondre à la question. Moi, je ne pense pas que ça règle tous les problèmes, d'autant que chez nos patients, ce qu'on a observé, c'est que même sous anticoagulants efficaces, avec des doses qui étaient vraiment supérieures à ce qu'on avait l'habitude de donner à des patients classiques, eh bien, ces patients, même sous anticoagulation efficace, présentaient des thromboses, présentaient des embolies pulmonaires, thrombosaient leur kit de épuration extra-rénale et thrombosaient leur membrane d'ECMO. Donc, il va probablement falloir trouver d'autres moyens, quoi. Il y avait d'autres questions, mais je suis désolé, on va devoir passer aux présentations suivantes. En tout cas, je me joins à toutes les félicitations qui sont écrites sur le chat. Et tu vois, je pense que tu as de quoi écrire un livre avec tout ce que tu as vécu, hein. Ouais, je suis d'accord. Mais il y a tellement de questions dans ce livre. Et puis, c'est vrai que, si je listais tous les éléments de recherche qu'il y a à faire, ne serait-ce que sur l'humain, effectivement, c'est une vie, quoi. Mais après, c'est notre filière au quotidien. Et nous, on est en train de nous pousser à nouveau vers nos propres filières. En tout cas, c'est hyper intéressant. Et on suivra avec grande attention toutes les évolutions et toutes les réponses qu'on va avoir à cette maladie dans les semaines et les mois et les années à venir. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, bravo, bon courage. Salut.